Deuxième vidéo sur l'approche intégrative. Donc, pour le coup, je vais vous parler un petit peu euh, des quatre grandes approches de base en psychothérapie qui sont le socle, on va dire, idéologique avant d'être le socle théorique des différentes psychothérapies qu'on connaît. Donc, je vais, comme la dernière fois, vous montrer ces fameux quatre ouvrages de Carl Rogers, euh, de Minuchin, euh, de Freud et de Skinner, puisque finalement, ce que je vais faire durant cette vidéo, c'est de mettre un peu en parallèle certaines thématiques, euh, notamment la place du thérapeute, la place du patient, la place du symptôme, etc., euh, pour pouvoir imaginer des rapprochements ou des impossibilités. Alors ça se fait peu, notamment en France, vous trouverez très peu cette démarche de vouloir mettre sur un même plan différentes approches qui semblent parfois s'y opposer. Mais je pense que c'est nécessaire. Euh, c'est nécessaire puisque ça permet d'une certaine manière d'expliciter des préconceptions, des présupposés théoriques. Ça permet de clarifier un peu les postures de chacun. Ça ne réduit pas les approches à un rayonnage de supermarché, mais ça permet d'énoncer clairement ces différents éléments qui les composent. On pourrait même se représenter sur un même plan ces quatre approches, et on sait que certains auteurs, finalement, historiquement, proviennent d'autres champs. Beaucoup de systémiciens proviennent de la psychanalyse. On a des comportementalistes aussi, et notamment certains très connus qui étaient de grands psychanalystes auparavant. Donc euh, on peut imaginer des limites, des barrières, des frontières bien claires, mais en fait, ça n'est pas vraiment le cas. Euh, donc oui, mon propos est de dire, et que je défends depuis le début, c'est d'essayer de rattacher les différentes psychothérapies à une approche. La psychothérapie, selon moi, elle s'établit sur quatre grands courants que sont donc les approches psychanalytiques, psychodynamiques. Donc, psychodynamique, c'est le terme qu'on utilise plus facilement dans le monde anglo-saxon. L'approche cognitivo-comportementale est la deuxième approche. Euh, la troisième est une approche où on va retrouver l'humanisme, l'approche existentielle et phénoménologique. Et la quatrième, on pourrait y mettre l'approche systémique stratégique. Donc c'est bien de ces quatre approches que sont nées des centaines de psychothérapies qui sont héritières des premiers modèles et qui ont parfois, de manière innovante, modifié les premiers écrits. On peut citer notamment Peirce, qui développe la Gestalt et qui est un pur produit de la psychanalyse. On peut citer l'analyse transactionnelle qui a jamais trop trouvé son public en France, mais qui est quand même connu à travers le monde, qui a été qui a été constitué par Berne et qui également était un ancien psychanalyste canadien. Euh, donc on peut constater que différentes psychothérapies peuvent mobiliser un même processus, mais parfois habillés par une théorie ou des termes particuliers. Euh, mais on peut aussi se dire que d'autres psychothérapies ne semblent pas avoir les mêmes leviers. D'autre part, des modalités de traitement communes, comme le fait par exemple de faire de la thérapie de couple, ne semblent pas être suffisantes pour réunir deux psychothérapies opposées, tout simplement parce que dire je fais de la psychothérapie de couple, sur le plan clinique, ça ne dit rien de particulier, à part que ça nous dit qui va venir, mais on n'a pas du tout le même regard sur une thérapie de couple avec une vision analytique ou systémique. Donc je vais continuer à faire ce petit découpage euh, par rapport à comment on pourrait avoir une psychothérapie avant de passer sur des descriptions de ces différentes approches. Donc il y a différentes modalités pour une psychothérapie.
euh, notamment le nombre de personnes présentes. Est-ce qu'on voit les gens en individuel, en couple, en groupe? L'âge, est-ce que ça va s'adresser préférentiellement à des enfants, des adolescents, des adultes? Le type de trouble, alors la psychose, la névrose, selon notamment la psychanalyse, voire la perversion. Est-ce qu'on s'appuie plutôt sur une classification psychiatrique comme le DSM, ou est-ce que la psychothérapie ne s'adresse pas particulièrement à un type de trouble ou un autre? La durée de cette psychothérapie, est-ce qu'on a tendance à être plutôt plutôt bref, plutôt à moyen ou à long terme? Les fréquences aussi. 5 fois par semaine pour la psychanalyse en Angleterre, pour certaines écoles, 3 fois par semaine, plutôt 1 fois par mois. Évidemment, pour des thérapies familiales systémiques, on aura tendance à faire ça toutes les 3 semaines, un mois, tous les 2 mois, mais pas 5 fois par semaine. Quelle est la cible de la psychothérapie? Est-ce qu'on cible des symptômes précisément et lesquels? Est-ce qu'on s'intéresse à un sujet globalement? C'est une autre question. Est-ce qu'il y a des médiations? Est-ce qu'on ça fait intervenir la question du corps, des objets en particulier, la photo, les ateliers? Est-ce que c'est plutôt expérientiel? Est-ce qu'on est plutôt dans une analyse réflexive? Et puis le dernier point, ce serait la directivité. Est-ce qu'on est plutôt sur une approche qui est très directive ou qui au contraire est dans une forme de non-directivité? Alors, ces différentes modalités, elles sont pertinentes pour commencer à classifier les psychothérapies, mais il y a des exceptions qui sont à faire. En effet, dans la thérapie centrée sur la personne ou sur le client, comme le dit Rogers, on ne propose pas de diagnostic. Et c'est pas pour autant que ces psychothérapies ne fonctionnent pas. Mais d'un seul coup, ça vient remettre en question ce besoin d'une vision médicale. La durée d'une psychothérapie, enfin d'une psychanalyse, n'est pas toujours aussi longue que l'on peut l'entendre. Et en pratique, les cliniciens peuvent utiliser des classifications type DSM centrées sur le symptôme en ayant une vision en termes de structure, névrose, psychose par exemple. On le sait très bien. On est parfois à cheval entre plusieurs choses. Donc la tâche n'est pas si aisée puisque l'expérience nous dit que les recherches euh, enfin, en tout cas, les recherches nous montrent également qu'il y a toujours ce qui est fait d'un côté et ce que l'on dit. Et notamment des recherches intéressantes qui montrent que quasiment aucun clinicien ne fait précisément ce qu'il dit. On est toujours un petit peu en décalage. Et c'est pas forcément une question de mauvaise foi, c'est une question de pouvoir regarder objectivement ce que l'on fait et on n'y arrive jamais vraiment. Euh, il y a régulièrement un écart entre ce qui est dit et ce qui est fait. Donc, il serait intéressant de se demander finalement si on devait englober, si après avoir lu différents auteurs, différentes théories, comment on pourrait définir ce qu'est une psychothérapie. Donc, les psychothérapies, elles proposent une relation avec par essence une charge affective minimum, un intérêt, et dans un cadre donné. Il y a une volonté minimum du thérapeute et ou du patient euh, qui sont présents à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y en ait un des deux qui veuille quelque chose. Et que si personne ne veut rien, on ne va pas pouvoir faire de psychothérapie. Il y a l'utilisation de suggestions qui sont volontairement adressées ou non par le thérapeute au patient. Alors on peut toujours imaginer qu'on ne suggère rien du tout. Bon, c'est une position certainement un petit peu infantile, je trouve, puisqu'on est toujours dans une influence. C'est méconnaître les enjeux humains que de croire qu'on peut être objectif et neutre. Ça n'est pas possible. Maintenant, on peut utiliser les suggestions quand on est hypnothérapeute d'une manière bien précise, en y portant une grande attention, où on peut ne pas se rendre compte qu'on influence. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'influence pas. La psychothérapie, elle implique une formation et un savoir. On peut délimiter le savoir théorique et le savoir du thérapeute qui se forme au fil des années, mais qui est aussi lié à sa vision du monde, qui est relative à sa culture, à son éducation et à ses expériences personnelles. Donc on n'est jamais un pur psychanalyste désaffecté de sa société et de son histoire, on n'est jamais un pur systémicien
désaffecter des systèmes dans lesquels il a pu évoluer, dans lesquels il a pu évoluer, dans lesquels il est actuellement. Voilà, donc la psychothérapie se mêle à la fois forcément de croyances, et au même titre que la médecine, c'est un art qui peut être porté sur des données scientifiques, mais ça reste avant tout une question éminemment humaine, relationnelle. Donc la psychothérapie, elle semble, je dis elle semble parce que c'est parfois à redéfinir, mais vouloir amener le patient à avoir une conception plus réaliste de lui, du monde et des autres. Euh, Elle propose des explications aux phénomènes qui posent problème aux patients. Euh, alors, pas forcément dans une visée psychoéducative, la psychanalyse va pas forcément, mais même n'importe quelle psychothérapie va pas forcément donner des explications avec un tableau, avec un schéma à chaque patient, mais le thérapeute a dans sa tête des explications sur pourquoi le patient en est là. Donc le thérapeute, malgré lui, va suggérer des indications ou un plan de route précis afin de pouvoir s'extraire, ou en tout cas extraire le patient de ses difficultés. Euh, Toutes les psychothérapies semblent plutôt en accord sur différents points selon moi. Notre histoire, le passé, influence notre présent. Même si en TCC, par exemple, on aborde le présent et le futur, on va considérer que le sujet est quand même fait d'apprentissage, qui sont donc relatifs au passé. Donc on ne peut pas simplement se dire que la TCC, elle est dans l'ici et maintenant, que l'approche systémique est dans l'ici et maintenant. Non. Euh, mais on sait par contre que plus on est centré sur le pourquoi, notamment dans une approche plus psychanalytique, plus le passé va sembler important. Et plus on se centre sur le comment, comment avancer, comment modifier certaines choses, moins le passé imprègne notre vision des choses au profit des possibles, donc d'un avenir. Euh, les psychothérapies sont aussi en accord sur le fait que des rencontres marquantes, une quantité et une qualité d'émotions sont liées à la qualité de nos relations actuelles et à notre satisfaction envers elles. Euh, les psychothérapies sont d'accord sur le fait que nous ne savons pas tout de nos processus internes. Euh, Elles s'accordent aussi à dire que le patient n'est pas le plus objectif pour pouvoir s'observer. Euh, D'ailleurs, théoriquement, elles sont toutes d'accord pour dire que le clinicien n'est pas dans une posture objective non plus. Notre perception du monde, ça c'est un autre point d'accord, notre perception du monde ne constitue pas une réalité absolue, mais c'est surtout et avant tout une perception. Et un dernier point d'accord qu'on pourrait retrouver entre toutes les psychothérapies, c'est que nos attentes et envies déterminent en grande partie nos choix, nos réussites, nos peurs et nos frustrations. Donc maintenant, on va survoler un peu les différentes approches pour noter quelques particularités, euh, voilà, quelques particularités premières, on va dire. Donc je vais découper, et vous me pardonnerez de ne pas être complètement exhaustif, mais je vais découper ça en théorie du sujet, du symptôme et du changement, selon la première, la deuxième, la troisième et la quatrième approche. Place du thérapeute et aspect relationnel, comment on les considère, et les différents outils, stratégies ou processus thérapeutiques, comment on peut les voir. Euh, donc, pour l'approche psychanalytique, psychodynamique, qu'est-ce qu'on dit du sujet qui vient, du symptôme, et qu'est-ce qu'on dit du changement? Euh, donc, l'approche analytique de base, c'est un ensemble théorique, ce qu'on appelle une métapsychologie. C'est une méthode d'exploration du psychisme humain. C'est régi, vous le savez, par les principes d'inconscient et de déterminisme psychique, c'est-à-dire que les choses n'arrivent pas par hasard et qu'il y a une volonté cachée auquel on n'a pas accès facilement. L'humain est compris comme le carrefour où se rencontrent trois instances psychiques
qui sont le ça, le moi et le surmoi. Le ça représente les forces pulsionnelles qui émanent de l'intérieur, qui sont potentiellement suscitées par l'extérieur, à savoir la réalité. Le moi il constitue la partie émergée de la conscience. Le surmoi est une partie qui contient des normes, des interdits, qui vient ralentir les processus, voire qui peut censurer des choses entre les volontés du ça et du moi. Dans cette approche, l'histoire elle est déterminante pour le devenir du sujet. La démarche de l'analyse de tenter de comprendre minutieusement le vécu du sujet est donc importante. L'approche analytique, on peut dire qu'elle se différencie d'autres approches dans le sens où non seulement elle accorde une importance au passé, et ça toutes les approches peuvent le concevoir comme je l'ai dit tout à l'heure, mais elle évoque aussi son travail du passé par l'intermédiaire du présent. Alors, pour ce qu'il en est de la place du thérapeute et des aspects relationnels, comme vous le savez probablement, on on utilise le concept de transfert. Donc très rapidement, le transfert, c'est une projection sur un mur blanc de choses qui sont liées au patient lui-même. On projette des éléments relationnels qu'on a pu avoir avec nos parents durant notre enfance. Donc c'est pour ça que le psychanalyste est dans une posture de retrait. Il n'est pas dans une posture de neutralité, hein, contrairement à ce qu'on entend parfois un peu bêtement. Il est dans une posture de retrait pour que se projettent des choses, pour pouvoir les analyser et pour pouvoir en tirer quelque chose avec le patient. Il n'est pas pensable dans cette approche que la relation analytique se continue si le transfert n'est pas établi. Il faut qu'il se passe quelque chose de cet ordre-là obligatoirement dans la psychanalyse pour qu'elle puisse être efficiente. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait en sorte, par son cadre, par le fait d'être derrière, de susciter plus facilement cette projection d'éléments du passé dans le cadre thérapeutique. Donc, il faut savoir que le transfert vient ouvrir une réflexion du patient sur lui-même. Et l'idée, c'est que la conscientisation d'une relation transférentielle chez un analyste, dont c'est justement le métier, va permettre de prendre la posture la plus adaptée par rapport au patient. Le transfert, il va susciter des émotions, des attaques de haine et d'amour envers l'analyste. Il ne laisse pas indifférent et il est un passage que le psychanalyste pense obligatoire pour une libération de ce sujet. Maintenant, quid de la sortie du transfert, ça c'est une autre question. Par rapport aux outils, stratégies et processus thérapeutiques, bah, écoutez, l'association libre va permettre cela, le transfert et notamment l'interprétation, qui sont finalement, on pourrait le dire de manière profane, des outils. La notion de répétition, notamment névrotique, comme essence du dysfonctionnement, sont importants dans le processus. On pourrait dire, là aussi de manière un peu profane, qu'on s'intéresse à la répétition de relations transférentielles qui sont enfermantes, de symptômes faisant éruption dans les rêves, se manifestant dans le corps ou l'esprit durant les séances. L'association libre, ça va être un moyen pour l'analyste et le patient de cheminer vers des contenus de pensée, mais aussi des affects inconsciemment rattachés. L'évocation et l'interprétation de rêves sont également des moyens privilégiés d'accès à ce qui fait problème pour le sujet. Donc la psychanalyse ne va pas tant s'attacher à vouloir modifier ou changer, mais d'abord à comprendre les individus à l'aide de théories expliquant le développement et l'évolution du sujet. Notamment par certains éléments fondateurs qui ont été popularisés auprès du grand public avec les différents stades d'évolution, oral, anal, phallique, et puis le complexe d'Oedipe. L'approche cognitivo-comportementale. Alors,
pour s'arrêter sur la théorie du sujet, du symptôme et du changement. Il faut bien comprendre dans cette approche que la notion d'apprentissage est au cœur de l'approche cognitivo-comportementale. C'est l'abord clé du sujet pour le comprendre, mais aussi pour l'amener à changer, et notamment à changer ce qui lui pose problème. Le sujet a appris volontairement ou à ses dépens à avoir du plaisir, à ressentir de la tristesse ou de l'angoisse qui se manifeste par différents types de sentiments. Une façon d'appréhender l'état d'un sujet pour pouvoir l'orienter vers un meilleur destin, c'est de délimiter en 3 sphères ce qui coexiste à l'intérieur de lui. Donc ces 3 sphères, c'est quoi? C'est le comportement, enfin les comportements, les pensées que l'on peut avoir, ou qu'on appelle aussi cognition, ou les émotions. Donc c'est comme ça qu'on appréhende le sujet, à travers ces 3 sphères et en termes d'apprentissage. Le sujet ressent des choses, il pense, il se comporte en fonction d'apprentissage qu'il a pu avoir durant son histoire, par le biais de divers conditionnements, classiques ou opérants, et par l'apprentissage social. L'information est également traitée par le sujet, qui ne traite pas des informations de manière objective, mais qui le fait à travers différents filtres, des biais cognitifs, ce qu'on appelle aussi des schémas de pensée, qui forment en soi des éléments cibles que l'on peut travailler. Un travail ciblé sur les émotions peut également être proposé, comme la relaxation, le principe d'exposition comportementale également, qui va permettre pour sa part de travailler directement des comportements automatisés qui peuvent poser problème, et qu'on va utiliser préférentiellement dans le traitement d'une phobie. Une phobie, c'est un symptôme d'alerte qui s'allume et que l'on essaye d'éradiquer, puisque le corps est conditionné à s'allumer en présence d'un objet particulier. Quelle est la place du thérapeute et des aspects relationnels? L'objectif de l'approche cognitive et comportementale, c'est de changer les comportements cibles en travaillant sur cette triade qui sont comportement, cognition et émotion chez le sujet. Elle se base donc sur ces notions d'apprentissage, de conditionnement. Il faut savoir que dans cette approche, certains auteurs comportementalistes disent que le transfert est découragé parce qu'on est dans du face-à-face, parce qu'on est dans quelque chose de très structuré. Il y a des séances, un agenda, il y a un caractère très pédagogique dans la relation. On propose des activités concrètes. On n'est pas porté sur la fantasmatique, on n'est pas porté sur la rêverie. On parle d'une relation qui est collaborative. Le patient et le thérapeute, ils travaillent ensemble pour atteindre des objectifs. Le thérapeute doit être capable de communiquer d'une manière empathique, euh, impliquée, avec une forme de chaleur minimum, et on essaye de viser un empirisme collaboratif, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler ensemble à élaborer des hypothèses et à les tester, et à ce que le patient se mette en route entre les séances, quitte à ce que le thérapeute puisse lui montrer certains exercices en consultation. Euh, voilà. Donc le thérapeute peut devenir un modèle à ce moment-là d'apprentissage. Voilà, on peut l'entendre de différentes manières. Qu'est-ce qui nous importe le plus dans cette approche? C'est de parler des outils, des stratégies, des processus mis en route. Le comment est la voie empruntée au détriment du pourquoi. Le constat de base, c'est que le pourquoi, il n'a pas forcément le comment. Et donc c'est pour ça que les thérapeutes sont résolument dirigés sur le présent. Voilà. Avec l'idée que l'humain est en constante évolution et qu'on va essayer concrètement, non pas de faire des hypothèses sur pourquoi quelqu'un a des attaques de panique, mais de travailler les émotions ressenties avec des exercices, d'essayer d'extraire les, les pensées que le patient a sur ces attaques de panique. Il a l'impression qu'il va mourir, qu'il va plus respirer. Donc on va lui fournir un rationnel par rapport à tout ça. Et puis on va le mettre en condition d'angoisse progressive pour qu'il puisse, d'une certaine manière, apprivoiser ses émotions et voir peu à peu l'anxiété diminuer, voire disparaître.
Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors, troisième approche, je vais essayer de ne pas faire trop long. Une approche humaniste, existentielle, phénoménologique. Alors là, on est dans autre chose que cette simple opposition entre psychanalyse et approche comportementale. Le sujet, il est considéré dans son rapport à lui-même, aux objets et aux autres. L'angoisse est comprise comme un élément de tension, mais qui est fondateur de la condition humaine. Euh, Dans cette approche, on sait que le sujet, il est pris entre le besoin d'être ce qu'il pense devoir être et une volonté d'authenticité. En ce sens, le travail d'acceptation est essentiel auprès du thérapeute. Euh, donc dans cette approche, on va imaginer plus facilement des angoisses qui sont relatives à la liberté, des angoisses face au choix de la vie, des angoisses face à ce qu'elle renvoie au sujet. Euh, En fait, pour être plus clair, euh, dans cette approche, les angoisses, elles sont finalement constitutives de la nature humaine et il n'est pas question de vouloir les détruire à tout prix. Elles sont au contraire un moteur, un indicateur intéressant qui viennent éclairer nos choix de notre naissance à notre mort. Donc on n'est pas dans un modèle médical, la pathologie elle constitue un moyen d'existence, une tentative de s'approprier la question d'être. Il n'est pas question de quantifier la pathologie. Euh, il n'est pas question d'être dans une irresponsabilité du sujet, mais bien de pouvoir dépasser ces angoisses après avoir compris en quoi elles viennent nous éclairer sur notre nature humaine. Donc la place du thérapeute, elle est forcément pleine d'empathie. Je vais citer rapidement des éléments qu'on connaît assez bien chez Rogers. Il dit qu'il y a 6 conditions nécessaires pour le changement. Il insiste sur 3 qui sont bien connues et qui pour lui donc ce sont des attitudes que le thérapeute doit avoir et pour lui sont des conditions, comme on dit souvent, nécessaires et suffisantes au changement. Euh, donc pour lui, la première notion, c'est la notion de congruence du thérapeute, qui doit être véritablement lui-même. Il parle de sincérité ou d'authenticité du thérapeute. Euh, donc c'est-à-dire d'une certaine manière être assez aligné avec soi-même. Si le thérapeute ne se sent pas bien, plutôt que de s'ouvrir, mais de simplement pouvoir en parler. C'est-à-dire ce que j'appelle souvent avoir une forme d'alignement des planètes. Je suis en accord avec ce que je ressens, avec ce que je pense et avec ce que je dis. C'est une façon de pouvoir montrer au patient une sorte de bon exemple. Et si on est dans une attitude de mensonge ou qu'on ne veut pas s'avouer qu'on ne va pas bien face à lui, on ne lui montre pas la voie pour être authentique. Euh, la seconde condition, c'est que le thérapeute doit faire preuve d'un respect inconditionnel à l'égard du client. Euh, donc, on doit pouvoir accepter la personne sans jugement, puisque à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, si le thérapeute commence à être dans un jugement, euh, ça va être compliqué pour le patient de pouvoir s'accepter, de pouvoir s'autoriser à se dire des choses par rapport à lui-même, de pouvoir se confier face au thérapeute. La troisième condition, c'est que le thérapeute doit faire preuve d'une compréhension empathique à l'égard du système interne de son client. C'est-à-dire qu'il doit réussir doit réussir à comprendre les propos de son patient euh, comme s'il était à sa place et comme on dit souvent, sans jamais oublier le comme si, parce qu'il n'est pas à sa place. Donc pour Rogers, finalement, on peut se dire qu'il est un peu farfelu avec ses propositions, mais c'est en fait que son idéologie clairement humaniste dit que l'être humain, à la manière d'une plante, peut se mettre peut être entravé dans son développement, mais peut reprendre une certaine forme de croissance positive si les conditions sont réunies. Si on arrive à accueillir humainement euh, le bien-être ou le mal-être d'une personne face à nous, elle va enfin pouvoir naturellement croître. Et il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de grandes théories pour aider les gens. C'est d'abord la relation qui va venir servir le changement.
Euh, donc, cette approche, elle se fonde résolument sur, comment dire, l'importance de la subjectivité, la compréhension de nos comportements. Elle s'oppose à l'idée que la personne serait finalement regardée comme un objet. Elle concentre l'écoute du sujet sur son existence. Ça n'est pas un traitement symptomatique, puisqu'il n'y a pas de diagnostic à faire. Euh, on pourrait dire que ça n'est pas une psychothérapie au sens que ce n'est pas un modèle formalisé ou structuré. Ça ne propose pas une grille psychopathologique. Euh, mais ça se fonde plutôt sur une écoute phénoménologique, c'est-à-dire euh, qu'avant de vouloir interpréter des choses, on essaye d'intégrer profondément comment la personne regarde à travers ses yeux le monde, comment elle se voit, comment elle se vit. Ce que je trouve pertinent dans cette approche, c'est bon, elle est à contre-courant de la modernité qui veut absolument détruire tous les symptômes euh, qu'on peut retrouver sur cette planète. Et elle dit, bah, finalement, vous avez des angoisses et on ne pourra pas tout supprimer, mais par contre, on va pouvoir en faire quelque chose. Voilà. Donc on a souvent opposé à cette approche un manque de nosographie, un manque d'outils pratiques à transmettre aux étudiants, mais en même temps elle vient poser quelque chose de très fort, c'est qu'on ne peut pas faire sans la relation, on ne peut pas faire sans soi. Et ça vient poser un problème à la formation des thérapeutes, puisque il est difficile à l'université ou dans un centre de formation d'éliminer quelqu'un, puisque relationnellement, il n'arriverait pas à se comporter d'une manière appropriée. Ça, c'est compliqué. Donc c'est beaucoup plus facile de transmettre des théories. Dernière approche, c'est l'approche systémique stratégique. Euh, Dans cette approche, on se dit que le sujet est un être relationnel. Il est toujours en lien avec d'autres éléments. Il est toujours pris dans un système qui l'englobe. Euh, il est toujours pris, au moins symboliquement, il provient d'une famille. Il est en lien avec une institution professionnelle, avec l'école, pris dans une société. Euh, et donc il est difficile de pouvoir comprendre les symptômes dans une perspective individuelle. Quand on est pris dans une perspective individuelle, on psychologise. Et on peut dire que l'approche systémique, d'une certaine manière, c'est une forme d'antipsychologie, puisque elle n'essaye pas de chercher un coupable, elle essaie de comprendre comment les individus interagissent entre eux. Donc elle pose la question de la responsabilité partagée. Euh, Elle pose la question de la circularité de l'action, c'est-à-dire que finalement, de l'œuf et de la poule, on ne sait jamais vraiment qui est responsable, mais ce qui nous intéresse, c'est comment euh, des interactions, des problématiques viennent perdurer dans le temps, certainement parce qu'elles sont renforcées par un sujet qui vient malheureusement renforcer aussi des interactions avec l'entourage. Dans cette approche, on part du principe qu'on n'est jamais objectif et que à partir du moment où on observe des choses chez une personne, on l'influence et elle nous influence en retour. Euh, alors il y a plusieurs principes que je détaillerai pas parce que je pense que la vidéo va commencer à devenir bien longue, mais je pourrais y revenir. Donc l'approche systémique, elle peut s'intéresser à un sujet seul, mais également à un groupe, à un couple, à une famille, à une institution. Euh, mais la place du thérapeute va être questionnée en ce sens qu'il va réussir d'une certaine manière à pouvoir faire partie du système, puisqu'il n'est jamais objectivement observateur du système, soit il en fait partie, soit il n'est pas en lien avec ce système-là. Et donc s'il fait partie du système, se pose la question de comment il va pouvoir, en même temps qu'il fait partie du système, pouvoir bouger les bons rouages. Donc, ce qui est intéressant dans l'approche systémique, c'est un ensemble de principes, on va dire de théories de divers horizons, qui permettent de comprendre comment, une fois qu'on a compris comment on est inséré dans un système, comment on va pouvoir travailler ce système-là, euh, puisque un système ne fonctionne pas comme un individu seul. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo va commencer à être très longue.
Il n'est pas impossible que si vous m'écoutiez, vous soyez plus que trois à m'entendre malheureusement. Euh, donc voilà, j'ai brossé quelques éléments des quatre approches principales. Je pense que je vais continuer sur des éléments un peu plus précis qui sont liés à l'approche intégrative. Voilà.